comme consultante à mon compte. Je conseille les collectivités, les porteurs de projets pour des projets qui sont en rapport avec le tourisme. Ok, merci. Et Lucie? Moi, je travaille dans une ONG française qui s'appelle Le Gret sur la coordination d'un réseau de pépinières urbaines qui sont des projets d'appui au montage de micro-aménagements urbains dans l'espace public. Et en fait, je travaille pour l'instant sur 4 pays, Burkina Faso, Tunisie, Côte d'Ivoire et Sénégal. Voilà. Et à terme, le réseau a vocation à travailler dans d'autres pays. D'accord. Merci. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu veux dire un tout petit mot pour te présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Obadia. Je suis chargé de projet de territoire dans le 93 et plus particulièrement sur le territoire de Plaine Commune. Donc, c'est la banlieue nord limitrophe de Paris. Je suis porteur de projets sur des projets culturels et artistiques et liés à la transition éco-citoyenne, on va dire. Et là, depuis un petit mois, j'ai repris la coordination de l'espace imaginaire, qui est une friche tiers-lieu, occupation temporaire de site, qui a été pas mal étudiée par le DU, notamment lors de la session immersive au CICP. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à tous. Et moi, je vous propose de vous raconter de manière assez courte, j'espère, ce que j'ai retenu du sujet et de l'enjeu de la gouvernance aux grands voisins durant mon expérience. J'espère que je ne serai pas trop longue. En tout cas, posez-moi des questions. Je pense que ça va durer 10-15 minutes si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires pendant mon intervention. Et après, laissons de la place pour les échanges et vos questionnements. Ça vous va comme ça? Ok. Alors du coup, le projet des grands voisins, qui est un projet qui a débuté en 2015, ce qui me paraît important de dire d'emblée, c'est que c'est un projet qui n'a pas eu de commande institutionnelle précise. Même si à l'origine du projet, c'est la ville de Paris, donc l'institut, qui décide de réunir les acteurs les acteurs du pilotage du projet sur ce site. Il n'y a pas de commande claire et précise, ni de cadre juridique ou financier qui est posé dès le départ. Donc, c'est quelque chose qui va se faire chemin faisant aux grands voisins, avec les 3 acteurs qui sont l'association Aurore, dont le métier c'est de faire de l'hébergement d'urgence, d'occuper des sites et de faire de l'hébergement d'urgence. L'association Yes We Camp, qui est l'association pour laquelle je travaille, dont le métier est plutôt lié à l'animation des lieux, à l'aménagement des espaces et à la programmation culturelle et artistique. Et le 3e acteur, c'est Plateau Urbain, qui était une association à l'époque, qui s'est transformée en coopérative depuis, dont le métier est plutôt de faire intervenir des occupants des structures au sein des locaux, de permettre cette occupation à des artistes au sein des anciens espaces de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Ces 3 copilotes de projet ont été un peu rejetés sur ce site et composent pour moi un premier niveau de gouvernance. En fait, moi, la gouvernance des grands voisins, je la vois en plusieurs strates. Et pour moi, le pilotage de projet, c'est un premier niveau de gouvernance qui est déjà relativement complexe, parce qu'on n'a pas un seul acteur qui prend en charge le pilotage d'un site, mais bien 3. Ce qui est intéressant de noter ensuite, c'est que ces 3 structures, ces 3 assos, elles n'ont pas créé de structure juridique commune pour piloter les grands voisins. C'est-à-dire que chacun est resté dans son giron associatif pour piloter les grands voisins. Donc finalement, ça a été un travail de confiance et d'accord. Et les grands voisins n'ont pas d'existence juridique en tant que telle. Ce qu'on a fait avec nos partenaires Aurore et Plateau Urbain sur ce site, c'est qu'on s'est vu très souvent. On a commencé à travailler avec une réunion de pilotage hebdomadaire qui durait une demi-journée, pour être honnête. On réglait tous les sujets relatifs au site ensemble de manière hebdomadaire. Et progressivement, à partir de 2015, à partir du moment où on se retrouve à 3 sur ce site, on construit le projet ensemble
on identifie les responsabilités de chacun, chemin faisant, avec nos cœurs de métier que je vous ai cités au départ. Donc nous, plutôt l'accueil du public et les aménagements extérieurs. Plateau urbain, plutôt la location des espaces aux structures. Et l'association Aurore, l'hébergement d'urgence et tout l'univers du social. La question financière, elle est centrale parce que c'est un site qui est immense. C'est un site qui fait presque 4 hectares quand on l'occupe au début de la saison 1, donc en 2015. Et il y a besoin de beaucoup de moyens financiers pour le remettre en état, pour que des personnes puissent occuper des locaux et pour assurer la sécurité des publics. Et quand on se lance dans le projet, les trois structures, Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp, on est chacun indépendant financièrement, c'est-à-dire qu'on a nos sources de revenus et on a nos postes de dépenses et nos budgets sont complètement séparés les uns des autres. C'était un premier niveau de confiance entre ces 3 acteurs. On ne se connaissait pas encore. On commençait à travailler ensemble et du coup, on a commencé un peu chacun de notre côté sur ce site. Pour Yes We Camp, les ressources financières, c'est des ressources qui sont issues de l'accueil du public. Donc, on a monté très rapidement sur ce site une buvette et un restaurant qui ont généré des ressources qui nous ont permis ensuite d'aménager le site dans ces espaces extérieurs et de proposer quelque chose une programmation culturelle. Et pour l'association Aurore, reliée à l'association Plateau Urbain, parce qu'ils ont formé plutôt un duo au début, c'était les locations des espaces, donc à l'intérieur des bâtiments, aux structures. Donc quand je dis structure, c'est tout type de structure. Ça peut être des assos, des indépendants, un cabinet d'archi, un artiste, un artisan, qui viennent louer les anciens locaux de l'hôpital pour un loyer modique. Ça a permis de créer un deuxième type de ressources pour l'association Aurore. Voilà pour la manière dont ça s'est monté financièrement au départ. Quand on a appris qu'on était prolongé sur l'occupation de l'ancien hôpital en 2017, on a décidé de se lancer dans une saison 2 des Grands Voisins avec une imbrication plus forte des responsabilités des 3 structures de pilotage. Et ça passait par une imbrication financière des ressources et des dépenses du projet. Donc, on a tout mis sur la table. Chaque acteur a mis un peu ses cartes sur la table. Et on a décidé de créer un budget commun au projet. Donc, de s'entendre sur ce qu'on allait dépenser, ce qui était nécessaire de dépenser, et de mettre en commun nos ressources dans un grand budget collectif qui n'avait toujours pas d'existence concrète. Enfin, il n'était pas sur le compte en banque de quelqu'un. Tout ça, c'était un peu des jeux de péréquation entre les acteurs. Mais pour vous donner une idée, c'était un budget d'à peu près 2 millions d'euros par an. Enfin, c'est encore un budget d'à peu près 2 millions d'euros par an. Donc, c'est un budget très conséquent. Du point de vue juridique, la question est très importante aussi pour nous, étant donné qu'on n'a pas de structure commune pour les grands voisins. Donc, chacune des structures prend sa responsabilité juridique selon ses compétences sur le projet. C'est l'association Aurore qui a signé en son nom la convention d'occupation temporaire avec le propriétaire, donc qui était le responsable légal et juridique de cette convention d'occupation temporaire, donc par exemple du maintien technique des bâtiments. En revanche, c'est bien l'association Yes We Camp qui a déposé en son nom les dossiers d'accueil du public sur les espaces extérieurs des grands voisins. Donc, tout ce qui est établissement recevant du public, c'est l'association Yes We Camp qui dépose les dossiers et qui est responsable juridiquement de tout ce qui peut se passer sur le site des grands voisins dans les espaces extérieurs, la sécurité des publics. Donc ça, c'est en quelques mots, bien sûr, parce que voilà, je survole, étant donné le temps qui m'est donné, le niveau de gouvernance du pilotage de projet. Il y a un second niveau de gouvernance qui est très intéressant aussi et qu'il faut mentionner, c'est celui de la communauté des grands voisins, qui rassemble, nous on a appelé ça les voisins, mais dans le vocabulaire des grands voisins, quand on dit les voisins, il s'agit des occupants, donc toutes ces structures qui louent des locaux aux grands voisins, qui ont été à un moment jusqu'à 200 structures différentes qui louaient des espaces aux grands voisins. Bien sûr, les résidents des foyers d'hébergement d'urgence qui, au maximum de
de la capacité d'hébergement du site ont été jusqu'à 600 personnes. Et l'équipe de pilotage du projet, donc Yes Camp Horror Plateau Urbain. Donc toute cette grande communauté de voisins, on parle de 1000 personnes, avait aussi une envie de décider collectivement de l'avenir de ce site au sein d'une instance qu'on a appelée le Conseil des voisins et qui se réunissait tous les 2 ou 3 mois, qui a été une instance très intéressante, mais qui s'est heurtée et qui se heurte toujours à un certain nombre d'écueils. Pour moi, les écueils de ce niveau de gouvernance, c'est une question qu'on a eu du mal à résoudre. Ça paraît très simple comme ça, mais de quoi est-ce qu'on décide ensemble, entre nous, les occupants du site des grands voisins, quand les responsabilités juridiques et financières sont concentrées par les structures de pilotage, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut décentraliser les décisions financières, budgétaires et qui ont des impacts sur les risques juridiques. Ça a été assez difficile finalement de bien définir le niveau d'action dont disposait cette instance, le Conseil des voisins. Et ça a pu créer des déceptions ou des conflits à certains moments. Un deuxième écueil, c'est réussir à résoudre cette question: qui est légitime à utiliser les espaces extérieurs, les espaces publics des grands voisins? Nous, la mairie de Paris nous donne le mandat d'ouvrir le site au public dès le départ. Et finalement, au sein de ce conseil des grands voisins, il y a les occupants. Donc, c'est les personnes qui ont leur bureau, qui donnent directement sur les espaces des grands voisins, qui sentent qu'ils sont un peu plus chez eux que les autres, que les visiteurs, que le public extérieur, et qui a envie finalement d'avoir un usage privilégié de ces espaces-là, ou du moins une certaine tranquillité de jouissance des espaces extérieurs des grands voisins, alors que selon nous, par exemple, selon l'asso Yes Camp, nous, on avait plutôt envie de défendre le fait que ces espaces appartenaient à tous les Parisiens, que c'était un bien public commun et que tout le monde pouvait en jouir comme d'un grand parc public, en fait. Et ça, évidemment, avec des limites horaires, des limites de nuisance. Mais ça a été une question assez centrale aussi. Voilà, qui est légitime sur ces espaces. C'était très intéressant de pouvoir débattre de ça. Et comme le public extérieur n'était pas représenté dans le conseil des voisins, c'est vrai que nous, on a souvent pris la position de la défense de ce public extérieur et de ses droits sur les espaces. Un troisième écueil pour moi de cette gouvernance collective, c'est l'animation. En fait, on s'est retrouvé animateur de cette réunion du Conseil des voisins, alors que on était clairement également partie prenante. Donc, c'était pas notre place, je pense, d'animer cette instance, mais sur le moment, on n'avait pas d'autres moyens on n'avait pas à notre disposition de collectifs ou d'animateurs qui pouvaient prendre le relais. Et ça a pu générer aussi des doubles casquettes qui n'ont pas toujours été commodes à assumer. Et pour vous donner une autre idée encore des débats qui a pu avoir lieu dans cette instance de gouvernance-là, la question de l'affectation des ressources générées par le site a été assez centrale aussi. Le bar-restaurant des grands voisins génère des recettes qui sont, pour un pourcentage de ces recettes, affectées directement au budget commun. Mais le reste de ces recettes est affecté plutôt à des dépenses liées à la proposition culturelle du site, donc des spectacles, des interventions artistiques, des concerts, parce que pour nous, c'était une des vocations importantes des grands voisins. Et c'est vrai que le débat a souvent été posé de savoir si ces dépenses ne devraient pas plutôt être affectées complètement au social. Ces recettes, ne devraient pas être affectées complètement au social, vu la vocation sociale du site des grands voisins, avec sa vocation de centre d'hébergement d'urgence. Donc voilà, c'est aussi le type de débat qu'on a pu avoir dans ces instances de gouvernance.
Voilà, moi j'ai fait à peu près le tour de ce qui m'a marqué ou ce qui me semble intéressant de noter dans la gouvernance du projet des grands voisins. Je sais que vous avez chacun des prismes financiers, usages, etc. Vous avez des questions sur ce que je viens de raconter. J'espère que c'était à peu près clair. Mais n'hésitez pas à me questionner sur ce que j'ai pu dire à un moment si ça vous a semblé pas très limpide ou à me poser vos questions. Moi, c'est Hermine. Je me permets de poser une question sous l'angle de l'initiative et de la propriété. En fait, ce que je me demandais, donc c'est un site qui appartient à la mairie de Paris ou Alors, enfin, indirectement, oui. En fait, c'est ça. bon, On a ben changé voilà, de propriétaire très comme souvent. si d'accord, c'est comme si c'était la mairie de Paris. Et ma question, c'est comment gérer une relation suivie avec un propriétaire qui peut être sujet à des évolutions, notamment dès lors qu'il y a élection. Ah, alors, oui, effectivement. Alors nous, notre relation avec la mairie de Paris a été assez distendue, en fait. Quand j'ai dit propriétaire du site, c'est quand même indirectement parce qu'en fait, c'est l'aménageur de la ville de Paris qui est en direct propriétaire du site. C'est au nom de la ville de Paris. Mais nos relations avec le propriétaire, c'était plutôt la relation avec Paris et Métropole Aménagement. Enseignement Paris Batignolles Aménagement, ils ont changé de nom. Pour régler toutes les questions directes d'usage du site. Donc ça, c'est assez commode parce que c'est un acteur qui n'est pas sujet à bouleversement avec les élections. En revanche, on a aussi eu des contacts avec la ville de Paris, plutôt de manière plus distendue en fait. Pas direct, ça nous impactait pas vraiment directement, étant donné qu'il n'y avait pas de financement de la ville de Paris. On n'avait pas réellement de compte à rendre à la ville. On se voyait pour parler du projet et de son ouverture et de la manière dont il fallait qu'on le présente publiquement, on va dire, parce que ça a été très médiatisé, mais on n'avait pas un lien trop direct. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, ce que tu dis, c'est que le lien que vous aviez avec eux, il se limitait quasiment à la communication, la manière dont on parle. Oui, la communication et les grands enjeux. Mais c'est vrai que pour eux, c'était une vitrine, les grands voisins, une vitrine de ce que la ville de Paris peut faire en termes d'inventivité, de renouveau, etc. Donc, on se voyait surtout pour présenter le projet, en fait. Ouais, d'accord. Non, mais ça répond à ma question. Ouais. Merci. Je rebondis juste sur le rôle sur la place de la ville de Paris dans le projet, pour savoir si moi, j'étais plutôt sous l'angle, sous le prisme financier, gestion des flux financiers. Et je me demandais si les partenaires financiers, donc là en l'occurrence la ville, avaient un droit de regard particulier sur la gestion des finances du projet, quel type de redevabilité vous avez mis en place, et est-ce que par exemple ils étaient en mesure, je ne connais pas le projet, mais est-ce qu'ils étaient en mesure de proposer des activités ou d'imposer même des activités ou absolument pas? Alors, la ville de Paris, au début, quand ils nous appellent, parce que c'est un coup de fil de la ville de Paris au début qui nous amène sur le site, il est question d'un budget de fonctionnement pour Yes We Camp, pour animer, ouvrir ce site au public, régler tous les enjeux techniques de sécurité, etc. Donc, on travaille avec eux pour établir ce budget. Et on arrive sur le site, on commence à travailler et à avancer des sous pour mettre en place des premiers aménagements et se préparer au public. Et en fait, le budget n'est jamais voté en Conseil de Paris. C'est-à-dire qu'on se fait en fait sucrer complètement notre budget de fonctionnement. Il y a un gros bug juridique et politique. Et on touche jamais nos sous. Donc c'est un premier. Enfin voilà, le projet commence comme ça sur ce gros bug financier.
Donc nous, on capote complètement en fait parce qu'on a avancé les derniers sous de l'assaut et finalement on commence le projet, on remonte un nouveau truc financier où on décide de dépendre que des ressources qu'on va générer sur le site. Enfin, on fait avec ce qu'on arrive à générer sur le site. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de cassure dans le lien qu'on a ou qu'on aurait dû avoir avec la ville de Paris, puisqu'ils ne financent même plus le projet. Et ils sont assez au courant du pétrin dans lequel ils nous ont mis, en fait. Et donc, de cette première cassure, elle est un peu longue à réparer dans le lien qu'on a avec la ville de Paris. Et ils se font assez discrets, en fait. Et ça se transforme presque en carte blanche. Nous, on fait au mieux. On sait qu'on a des intentions positives d'ouverture pour ce site qui sont toujours en concordance avec celles de la ville de Paris, mais on ne se parle pas énormément. Et nos finances, on est complètement indépendant en fait. On est 100% indépendant. Et donc, la ville n'a pas de droit de regard sur nos finances. Et timidement, ils proposent des activités sur le site. C'est surtout des visites parce qu'ils reçoivent des commissions, des villes étrangères qui viennent à Paris dans le cadre d'échanges. Donc, ils les font visiter les grands voisins, mais c'est toujours un peu rigolo de les voir débarquer sur le site. On les accueille toujours avec plaisir. Enfin, il n'y a pas d'animosité, mais ils ne proposent pas beaucoup de choses, on va dire, sur le site. Ça répond à ta question. Hermine, c'est ça? Lucie, oui. Non, merci beaucoup. Du coup, si je peux rebondir avec cette fois-ci l'angle de la gouvernance, est-ce que ça explique le fait que la ville de Paris ou les autres partenaires n'aient pas été conviés en fait à ce deuxième niveau de gouvernance qui s'appelait les voisins? Et pourquoi en fait ces partenaires-là apparaissent pas en fait dans la gouvernance? Ouais. Alors, ils existent dans le grand schéma de gouvernance du projet, ils existent, mais comme des partenaires institutionnels ou des propriétaires. Et ils sont en lien uniquement avec les pilotes de projet qui sont les 3 assos. Là, il y a ceux Camporeur Plaza Urbain pour des questions de calendrier, des questions juridiques, des questions de communication. Et c'est vrai qu'on est les interlocuteurs de ces institutions et les structures, les occupants des grands voisins ne sont pas en lien avec les institutions. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 200 structures, 600 hébergés, c'est 1000 personnes. En fait, il n'y a pas d'endroit vraiment où la ville de Paris va être en lien directement avec les occupants du site. On les invite parfois au conseil des voisins à faire des présentations parce qu'il y a tout l'enjeu du devenir du site des grands voisins qui est hyper intéressant dans toute l'histoire du projet. C'est que ce site, il se transforme en quartier. Sur toute une saison 2 des grands voisins, il y a une cohabitation avec les travaux qui est gérée. Donc, il y a souvent des interventions de la ville de Paris et de la BNR sur le devenir du site. Voilà, mais c'est plutôt en format présentation plutôt qu'en format gouvernance commune et collective. Je voudrais juste comprendre, en fait, j'ai bien compris le fonctionnement, mais en fait, pourquoi ce fonctionnement-là? Est-ce qu'il y a un enjeu de pouvoir, en fait, une légitimité d'interlocuteur? Est-ce que ça se joue à ce niveau-là? Non, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Non, il n'y a pas eu de... c'est pas une séparation qui est préméditée, en fait. C'est une organisation logique de décision. Le niveau conseil des voisins, donc ce que j'appelle le second niveau de gouvernance, il prend des décisions sur le site qui en fait n'intéressent pas à ce moment-là, où c'est un niveau de décision qui n'intéresse pas, voire ne concerne pas la ville de Paris. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas présents à ce conseil des voisins. Ils sont pas partie prenante de la vie du site en fait. D'accord. Et j'avais une autre question rapide. Yes Weekend, par exemple, est aussi une association, donc il y a la gouvernance de l'association Ah oui. à l'intérieur de laquelle il y a le projet Les Grands Voisins, puis la gouvernance des Grands Voisins. Comment ça s'articule? Ah ouais, ça c'est très intéressant. C'est
Alors, Yes Camp, c'est une asso qui a plusieurs projets. Donc, chaque projet est piloté par un coordinateur de projet et a son équipe dédiée. Donc, c'est une espèce de petite bulle dans l'association Yes Camp qui agit avec plus ou moins d'autonomie. Donc, il y a des projets qui sont très autonomes et en fait, les grands voisins étaient un des projets de l'asso et un projet de l'asso qui est assez autonome parce qu'il est assez mature et que les équipes sont bien formées, ont de la bouteille, etc. Donc, on avait une relative autonomie. Enfin, pardon, je parle beaucoup au passé parce que j'ai quitté le projet des grands voisins, mais on a une relative autonomie vis-à-vis de l'association Yes Camp. Mais il y a quand même un suivi qui est fait. Tous les mois, on se retrouve en réunion coordination des projets où chaque coordinateur de projet présente ses résultats, ses difficultés au sein d'une gouvernance de l'association Yes Camp. Et puis, bon, le directeur de l'association, Nicolas Détry, intervient régulièrement au Conseil des voisins pour présenter les positions de l'asso. Donc, il y a quand même une présence de la direction de Yes Camp au sein du projet des grands voisins. Mais oui, c'est une articulation complexe parce que oui, Yes Camp a sa propre gouvernance qui, elle aussi, est pleine de questionnements et de transformations. Donc, c'est très intéressant et c'est très long de répondre à cette question. Alors, moi aussi, Voilà. j'avais des petites questions sous le prisme des usagers. Oui. En gros, c'est un sujet que tu as évoqué, qui était intéressant. Donc, tu as expliqué plusieurs trucs, notamment que les usagers, par exemple, ceux qui viennent, les citoyens quoi, qui vivent à Paris. Oui. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que ceux qui vivent à Paris, parce que finalement, c'est un projet qui rayonne même bien au-delà. Donc, ils avaient une moins grande légitimité, on va dire, que les occupants qui louent des espaces. Donc voilà, donc eux, ils n'étaient pas représentés, quoi, les citoyens habitants. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je trouvais ça intéressant, là, cette histoire de légitimité. Et donc, tu disais que c'était du coup un peu Yes We Camp qui représentait les habitants, mais alors du coup, comment ça pouvait se représenter? Enfin, tu vois, comment vous pouviez un peu être en résonance, on va dire, avec le public qui venait vous voir, quoi. Qui sont des clients aussi, parce qu'il n'y a pas que des habitants, il y a des gens qui venaient acheter des trucs, qui venaient à la collecterie. Enfin, c'était un public multiple. Ouais. Oui, c'est un public. Nous, on a toujours essayé d'accueillir les gens, tous sauf comme des clients. En faisant bien attention à faire passer le message de manière écrite sur le fait qu'il n'y avait pas d'obligation de consommation dans les grands voisins et aussi en créant des événements culturels toujours gratuits. Ça permettait vraiment de créer ce rapport-là avec les visiteurs qui n'était pas un rapport de clientèle. Nous, on défendait un peu le fait que les grands voisins, cet espace devait rester ouvert au public extérieur. Ça pouvait se manifester par des tentatives, par exemple, de privatisation de certains espaces extérieurs par des occupants. Donc, classiquement, devant ma porte, est-ce que je peux avoir mon petit banc, ma petite table et c'est à moi? Et puis, pour m'assurer que c'est à moi, je mets une petite clôture ou un petit truc où j'essaye de compartimenter. Est-ce que j'ai le droit de faire ma propre programmation culturelle devant ma porte pour vendre mon produit parce que je suis un artisan? Enfin, c'est tout ce genre de questions qui se posaient. Et l'enjeu central de ça, c'est souvent l'aménagement en fait, des espaces extérieurs. Comment on aménage? Parce qu'on peut aménager pour laisser libre champ à tout le monde, l'aménagement et les circulations. Et on peut aménager pour compartimenter, privatiser, donner l'impression que tu n'as pas le droit d'aller à cet endroit, etc. Donc, nous, en tant qu'aménageurs et architectes des espaces extérieurs du site, on avait un peu cette clé importante du vocabulaire spatial du site, en fait. Et on a toujours essayé de raconter avec nos aménagements que c'était ouvert, que c'était possible, qu'on pouvait circuler.
Mais au sein d'une instance de gouvernance comme le Conseil des voisins, c'est vrai que cette voix-là, on était un peu les seuls à la porter. Okay. Et c'est assez normal, en fait, parce que quand tu habites à un endroit, voilà, tu n'as pas forcément envie qu'il y ait tout Paris en bas de ta fenêtre quand tu habites, tu travailles. Donc, je voulais te demander aussi, du coup, s'il y avait un exemple de point chaud là, au Conseil des voisins. T'expliquais en fait, et ça c'était hyper intéressant, que il y avait ce conseil-là où on pouvait décider de plein de choses, mais finalement, jusqu'où on va ouais. la prise de décision, enfin, toutes ces choses-là en fait qui créent peut-être des effets contre-productifs. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as des exemples? Enfin, D'effets contre-productifs, tu veux dire? ouais, d'effets contre-productifs ou quelque chose qui t'a vraiment marqué dans, on va dire, la participation des usagers du coup du site. Enfin, voilà, Ouais. un truc qui a été un peu chaud, un truc marquant, quoi. Un truc marquant. Bah, ouais, pour moi, un truc marquant, on va dire, enfin, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que dans le site des grands voisins, en fait, il y a 3 cours, 3 grandes cours entre lesquelles on peut circuler, entre lesquelles le public extérieur peut circuler. Et à un moment, au début de la saison 2, en conseil des voisins, se pose la question de réserver une cour pour les résidents des centres d'hébergement d'urgence, sans que le public extérieur ne puisse avoir le droit d'y rentrer. Et c'est vrai que là-dessus, on a eu un peu des mésententes avec certains occupants du site qui ont voulu réserver cette cour aux occupants des centres d'hébergement d'urgence. Et finalement, nous, on a choisi de tenter l'expérience, voilà, de laisser faire en se disant que c'était un nouveau type d'utilisation de l'espace extérieur, un peu plus privatif. On l'a appelé semi-privatif. Mais du coup, c'était un espace qui est au sein des grands voisins est devenu un petit peu autogéré. Donc, c'est la cour de la Chapelle pour ceux qui connaissent bien le site des grands voisins. C'est une cour qui se situe relativement au fond du site. Et cette autogestion a un peu dégénéré sur des enjeux d'aménagement, de propreté, de nuisances sonores, d'alcoolisation. Et ça nous a un peu échappé, mais en même temps, volontairement, on avait choisi de laisser cet espace gérer. Mais ça a été hyper compliqué parce qu'en fait, les nuisances sonores donnaient lieu à des plaintes des voisins. Et les plaintes des voisins, c'est nous qui les réceptionnons via la ville de Paris, parce que souvent ça passe par la ville de Paris, c'est la ville de Paris qui nous renvoie le truc. Donc finalement, quand les pompiers interviennent aussi, tout ce qui est risque sanitaire, juridique, on est en réception. Donc on a beau parfois essayer de laisser faire, finalement, on se retrouve en réceptacle des problématiques. Okay. Et donc voilà, ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est difficile de donner c'est pas si facile que ça de donner la place quand on est en interlocuteur et en responsabilité avec les institutions. Nico, tu veux pas poser ta question? C'est une bonne transition, je trouve. Merci Hermine. Du coup, moi, question prisme de la responsabilité. Je viens du groupe responsabilité. Oui. On a listé plein de voilà, responsabilités juridiques, responsabilités organisationnelles, civiles, citoyennes, financières. Et là, du coup, la question, c'est plus sur la responsabilité morale, c'est-à-dire comment Ouais. vous répartissez en fait le fait de faire vivre et faire porter en fait cette responsabilité morale. Peut-être transcrite dans un rapport moral coécrit, j'en sais rien. Et puis aussi la question de la responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire comment tu prends soin avec le trio comme ça au départ, comment tu mets en place une attention portée sur la santé de la communauté qui tous les jours œuvre au projet des grands voisins. Donc responsabilité émotionnelle. Responsabilité émotionnelle. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Pour être honnête,
Ce que je peux dire, c'est que il y a énormément, enfin, il y a une implication des gens qui ont travaillé sur ce projet, qui y travaillent encore, une implication émotionnelle extrêmement forte. Je peux beaucoup parler de l'association, je peux plus parler de l'association Yes We Camp. Au tout début du projet, quand on apprend qu'on n'a pas de subvention, les gens de l'association décident de ne pas être payés et de continuer à travailler bénévolement. À partir de ce moment-là, il y a une implication personnelle, émotionnelle qui est très forte. Alors, en termes de responsabilité, je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est qu'on a essayé et on essaye de beaucoup prendre soin les uns des autres. Mais c'est pas évident, on n'est pas là pour les mêmes raisons en fait. Chacun a ses raisons d'être au sein du projet des Grands Voisins et dans les 3 équipes, au sein de l'équipe de pilotage entre les 3 associations, il y a l'envie de protéger les gens, pour les gens qui sont dans l'association Aurore, de faire du social, il y a une envie d'aménager et d'accueillir du public extérieur pour les gens de Yes We Camp, donc c'est des raisons d'être là différentes. Mais responsabilité émotionnelle, en fait, ça me parle pas assez pour que j'arrive à correctement te répondre. Si tu as des questions plus précises, je veux bien essayer, mais là... Du coup, la responsabilité morale? La responsabilité morale, pour moi, elle tourne beaucoup autour de la promesse, ou en tout cas de ce contrat moral qui est passé avec les personnes qui habitent sur le site des Grands Voisins, de les inclure dans le projet et de surtout pas les laisser de côté et ne pas considérer que c'est des simples occupants des hébergements d'urgence, mais de sans arrêt aller faire des pas vers eux pour les remettre au centre du projet. Ça, c'est la responsabilité morale commune aux 3 associations, et souvent il a fallu montrer qu'on l'a partagé, nous, Plateau Urbain Yes We Camp, qui ne sommes pas des acteurs du social, qui avons découvert le social sur ce projet. Il a fallu s'emparer de ce sujet et oui, s'attaquer à cette responsabilité morale-là. Quand on a un débit de boisson au centre du site avec des personnes qui habitent dans les centres d'hébergement juste à côté, qui sont sujets à des problèmes d'addiction ou d'alcoolisation, il faut être sans arrêt vigilant à ce qu'on peut créer comme dégâts collatéraux, par exemple, des choses comme ça. Il y avait d'ailleurs des salariés qui étaient des personnes hébergées, enfin un salarié, je ne sais pas, mais en tout cas, des fois, ils donnaient des coups de main, non, les hébergés Oui. Alors, il y a un dispositif d'insertion professionnelle qui a été monté sur ce projet qui s'appelle la conciergerie solidaire. Et donc, sur l'accueil du public, donc il y a une petite guérite à l'accueil qui accueille le public extérieur, qui peut orienter les gens, donner les clés, gérer le courrier, tout ça. Ça, c'est des personnes en insertion, donc des gens qui sont hébergés dans les foyers d'hébergement d'Aurore et qui sont embauchés par le projet pour assurer l'accueil, mais aussi la propreté des espaces extérieurs, donc tout ce qui est balayage, et la gestion des espaces verts, avec une équipe d'encadrants spécialisée dans les espaces verts. En fait, un peu tout ce qui est tâches municipales classiques dans l'espace extérieur, quoi, propreté, voirie, donc assurée par des hébergés. En fait, on a appris qu'on allait être amené dans la séance. Oui, j'ai vu ça. Il y a une dernière question en quelques secondes ou... Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, c'était hyper clair. Non, c'est super gentil, merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça fait un peu bizarre, mais c'était pour la connexion. Mais c'était trop cool et je les suivais avec Merci. Merci beaucoup. Bravo. Donc, on se laisse guider par le Zoom qui va nous amener dans une autre réunion ou... Et il y aura des usagers actuels qui veulent en effet habiter au-dessus.